Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Un Augenblick aujourd'hui, un joli moment, un bon moment. Augenblick, ça veut dire donc bon moment, avec Pierre Jouvencel. Alors vous vous dites, mais qui est ce bonhomme, Pierre Jouvencel ? Et qui êtes-vous, Pierre ? Bonjour. Alors, Pierre Jouvencel, il est né à la Seine-sur-Mer dans le Var, il y a 64 ans de cela, et il est comédien et auteur de théâtre. Alors il est très barbu. Vous allez me dire c'est normal, on va parler de Victor Hugo, un spectacle sur Victor Hugo qui s'appelle Un géant dans un siècle, un spectacle qui tourne à travers la France. Un géant dans un siècle, Victor Hugo. C'est une mise en scène quand même d'Alexandre de Limoges, Signat de Limoges, parce que c'est un excellent comédien aussi. Et il fait toujours un spectacle sur Gustave Eiffel qui est magnifique aussi. Hein. Absolument. C'est bien lui. Oui, c'est à la fois un très bon metteur en scène et un très bon comédien avec Gustave Eiffel, Enfer et contre tous. Alors c'est un monologue que Pierre Jouvencel propose, un monologue sur Hugo, un monologue fort qui nous embarque dans la vie de Victor Hugo, de sa naissance à sa mort. Et ce qui est curieux, c'est que sur scène, on croit voir Victor Hugo. Tu t'en rends compte de ça, ce mimétisme que tu as avec Hugo ? Oui, c'est un petit peu l'ADN de mon spectacle, c'est-à-dire que ce que le spectateur me renvoie, c'est qu'effectivement, ils ont le sentiment pendant une heure d'être face à Victor Hugo qui se raconte et qui raconte sa vie de sa naissance à sa mort. Bon alors, Victor Hugo, est-ce que c'est un homme d'aujourd'hui, Pierre Jouvencel ? Alors moi, je suis convaincu que les idées, en tout cas, qu'a développé Victor Hugo sont encore d'actualité, pour la plupart en tout cas. Il faut savoir qu'il a été précurseur dans plein de domaines, puisqu'il a été un des premiers abolitionnistes. Il a été le profondeur de la misère en 1849, les États-Unis d'Europe, l'instruction pour tous. Voilà, il y a plein de sujets sur lesquels Hugo a été en avance sur son temps. Parlons tout de suite de ces sujets avant de parler plus de l'homme Victor Hugo. Donc c'est vrai que les droits de l'homme, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur énormément. C'était son combat majeur finalement. Oui, en fait, tout ce qui touchait à l'humain, je crois, a intéressé Victor Hugo. C'est pour ça que c'est un grand humaniste et ce que j'essaye de faire ressortir dans mon spectacle, c'est ce côté humaniste de cet homme que finalement peu de gens connaissent à fond. La plupart des personnes connaissent Victor Hugo par ses poèmes, ils savent qu'il a écrit Les Misérables et Notre-Dame de Paris, mais qu'il est parti un peu en exil, mais après ça s'arrête à peu près là. Or Victor Hugo, c'est vraiment un fleuve, un océan, je dirais, par tout ce qu'il a écrit et tout ce qu'il a apporté au genre humain et à l'humanité. Donc moi j'essaye de faire ressortir les traits vraiment qui me touchent le plus de Victor Hugo, dans son côté humaniste et puis homme qui s'est battu toute sa vie pour le progrès. Ah oui, le progrès justement. Pour lui, le progrès, c'est la vie. Progrès, c'est la vie. J'ai écrit un livre d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle Le progrès, le mode de l'homme, qui est aux éditions L'Harmattan, où j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était pour Hugo l'idée de progrès au XIXe siècle et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette idée de progrès au XXIe siècle avec l'avènement d'Internet et puis tout ce que nous connaissons. Puisque lui, il avait écrit au XIXe siècle pour les hommes du XXe et les hommes et les femmes du XXe siècle. Et évidemment, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Augenblick. Et l'avantage du spectacle, c'est qu'il n'est pas long. Il nous entraîne dans l'univers de Victor Hugo, on n'a pas le temps d'en avoir ras-le-bol. Et il est vraiment tout public. Quand tu montes la tribune, que tu déclames la misère, par exemple, c'est fabuleux ça. Comme c'est un spectacle qui est très dense, j'essaye toujours de faire des spectacles qui tournent autour d'une heure. Et j'ai essayé effectivement en une heure de donner vraiment les grandes lignes et les grandes idées que les spectateurs doivent retenir de Victor Hugo. Mais je pense qu'on retiendra l'essentiel. Nous parlons avec Pierre Jouvencel de son spectacle Victor Hugo, Un géant dans un siècle. Il y a tes mots, mais il y a aussi les poèmes de Victor Hugo. Il y a une dizaine de poèmes de Victor Hugo. 13 poèmes exactement. 13 que tu déclames. Que je dis, oui. Et qui se mélangent à tes mots. Voilà, c'est ça. C'est ça la force du spectacle. Oui, la force du spectacle, c'est ça aussi. C'est-à-dire que j'ai essayé de trouver une écriture qui allait se marier avec l'écriture de Victor Hugo. Tu te noies dans les mots d'Hugo. C'est ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Si c'est réussi, j'en suis ravi.
mais c'était pas forcément évident au départ, puisque retrouver aujourd'hui une écriture qui puisse se marier parfaitement avec le texte d'Hugo. Alors Victor Hugo, c'était qui finalement? C'était un amoureux, c'était un homme politique, c'était qui Victor Hugo? Victor Hugo, c'est un homme qui a la rare qualité, il y en a peu des hommes comme ça, qui sont un peu des génies protéiformes, c'est-à-dire qu'il excellait à peu près partout, puisqu'il a écrit de la poésie, il a écrit des romans. Il est né en 1802 pour Il est né en 1802. 1885. 1885 jusqu'à sa mort, donc il va vivre très longtemps et il va en fait embrasser le 19e siècle. Donc quand on raconte la vie de Victor Hugo, on raconte aussi la vie d'un siècle, de ce 19e siècle, qui a tant apporté au niveau culturel notamment. Et Victor Hugo, il était aussi peintre, dessinateur, et il a écrit aussi des essais. Homme à femme. Hein. Et homme à femme, bien sûr, car il n'y aurait pas de Victor Hugo sans toutes les conquêtes féminines qu'il a eues. On parle de ces conquêtes féminines, oui. C'est vrai, il y en a eu beaucoup, mais toujours fidèle à Juliette Drouet. Oui, alors fidèle, il a quand même trompé jusqu'à quasiment à la fin, puisque il est mort à 83 ans le 22 mai, le 5 avril, on a retrouvé dans ses carnets qu'il avait eu encore une aventure avec une bonne. Donc vous voyez, il avait quand même un sacré tempérament, le cher Victor Hugo. Bien entendu, dans le spectacle, tu ne parles pas de la mort de Victor Hugo, puisque tu es sur scène et que tu es vivant et qu'il est vivant sur scène. Mais ces funérailles sont extraordinaires, parce que Hugo va mourir dans une rue qui porte son nom. Oui, c'est ça. En fait, il meurt effectivement dans une rue qui porte son nom. Il aura, pour son 80e anniversaire, le peuple de Paris qui va descendre pour l'honorer. Et il aura effectivement des funérailles absolument incroyables. Incroyables. Pire que Johnny Hallyday. Ouais, sans doute pire que Johnny Hallyday. En fait, on n'était pas là au moment des funérailles de Victor Hugo, mais d'après ce qu'on peut lire et les photos qu'on peut voir de cet enterrement, c'était absolument incroyable. Parce qu'en fait, je crois qu'il a su rallier tout le peuple, c'est-à-dire le peuple de droite comme le peuple de gauche. Oui, puis il est devenu républicain dans sa vie. Voilà, c'est ça. Il est redevenu. En fait, il a commencé. Il était ultra royaliste oui. Par sa naissance, par sa mère, par son père. Il sera quelque temps bonapartiste. Il soutiendra Louis-Philippe en 1844. Il sera libéral. Puis il soutiendra Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, pour finalement s'écarter de Louis-Napoléon Bonaparte en 1849 parce qu'il sent venir le coup d'État. Et ensuite, il deviendra un républicain tardif, mais un républicain déterminé, quand il va revenir effectivement après son exil en 1870, et là il siégera à la gauche de l'Assemblée. C'est pour ça qu'il aura été sur tous les bancs de l'échiquier politique. À qui ressemblerait-il maintenant, Victor Hugo ? Aujourd'hui ? Je ne sais pas, c'est très difficile à dire parce que je ne pense pas qu'il y ait une personnalité politique qui ait cette carrure aujourd'hui, très franchement. Il y a eu quelques grands hommes politiques en France. Je pense que Victor Hugo fait partie quand même d'une sorte de piédestal, en tout cas moi je le mets là-dessus, alors avec ses failles et ses erreurs, il n'a pas fait que des choses bien, il a pas forcément été très précurseur sur le colonialisme, mais quand même globalement, je pense qu'il a apporté beaucoup à la France en tout cas, et pour le génie de la France en tout cas. Alors comment pouvait-il être à la fois ce romancier, ce poète qu'il était, et cet homme politique qu'il était? Comment pouvait-il marier les choses ainsi? Ce qui se passe, c'est qu'après la mort de Léopoldine en 1843... Oui, parce qu'il a connu beaucoup de deuil dans sa vie. Il s'arrête d'écrire. Il arrête d'écrire tout poème, tout roman, des pièces de théâtre. Il n'y arrive plus. Il n'arrive plus à écrire. Et d'ailleurs, les premiers poèmes des Contemplations qui repartent après la mort de Léopoldine, c'est en 1846-1847. Donc à partir de 1843, il n'écrira plus rien. Et il va se lancer dans la politique, d'abord en devenant confident de Louis-Philippe en 1844, et puis ensuite en 1848, il va être élu député de la deuxième République, il va siéger à l'Assemblée constituante, et à partir de là, il va être un élu politique qui va exaspérer son camp, puisqu'il sera conservateur et il aura des idées qui ne seront pas toujours conservatrices, loin de là. Donc il va exaspérer son camp, il sera pas très bien soutenu par la gauche qui ne sait pas que faire avec ce grand bourgeois. Par contre, qu'à partir du moment où il va partir en exil à partir de 1851, et puis pendant ses 19 ans d'exil, quand il va revenir, il sera porté en triomphe par le peuple de Paris et par tous les républicains. Un instant, au Gunblick. Si maintenant tu devais faire le pitch complet, on vient de parler de Victor Hugo, pour donner envie aux gens qui nous écoutent de te faire venir leur raconter Hugo, qu'est-ce que tu dirais ? Eh bien, je leur dirais, si vous aimez Victor Hugo et que vous avez quelques souvenirs de l'homme et que vous voulez en savoir plus, venez écouter mon spectacle, parce que je pense que je vous donnerai envie peut-être de relire Hugo, en tout cas de relire des choses aussi sur Victor Hugo, et que je vous donnerai envie. Je vous éclairerai sur un certain nombre de points de combat sur lesquels Victor Hugo a été précurseur.
Et donc je pense qu'il ferait du bien, il fait du bien aujourd'hui où on est dans une époque où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent et qui recherchent finalement, qui ont besoin d'avoir comme ça quelques points d'ancrage. Je pense que Victor Hugo peut être un point d'ancrage. C'est Pierre Jouvencel qui nous parle de Victor Hugo avec son spectacle Victor Hugo, un géant dans un siècle. Est-ce que ceux qui ont aimé Notre-Dame de Paris peuvent aimer ton spectacle? Ah oui, bien sûr, parce que... Les Misérables, ceux qui ont vu Les Misérables? Oui, parce que je raconte une histoire, donc je pense que, comme tu l'as dit, à partir du moment où on raconte une histoire, on ne s'ennuie pas. Et c'est pour tous les âges? Oui, c'est pour tous les âges, puisque j'interviens dans les collèges et les lycées. Voilà, ça fait partie aussi de mon travail, et j'aime beaucoup être un peu avoir ce rôle de passeur auprès des jeunes générations. Et je vais le dire, parce que tu n'en rajoutes pas sur scène, tu es sobre. Voilà, je suis sobre. Oui. Et c'est ça la force de ton spectacle. Ta dernière phrase, elle n'est pas d'Hugo, mais quand tu viens saluer le public, tu dis une phrase magnifique que je voudrais que tu nous dises pour nous quitter. Oui, je vais vous la redire. C'est une phrase de José Maria de Heredia, en parlant du livre « Tel qu'il est, je vous l'offre, non sans regret de n'avoir pu mieux faire, mais avec la conscience d'avoir fait de mon mieux ». Et je crois que c'est ce qui résume exactement le travail du comédien, puisqu'on donne toute son âme dans le spectacle, mais en même temps, on sait qu'on n'est jamais parfait et qu'on voudrait toujours faire mieux. Et tu portes la bonne parole d'Hugo, et tu portes la bonne parole du théâtre, car le théâtre, c'est ta vie, car... tu es sur scène depuis plus de 40 ans. Oui, exactement. Ça fait plus de 40 ans que je suis sur scène. Et puis, je voudrais juste terminer, peut-être, si tu me le permets, en disant que Hugo a un lien formidable avec la Belgique. Parce que ça a été pour lui une terre d'accueil pendant des années. Il est venu plusieurs fois en Belgique. La première fois en 1837 avec Juliette pour un voyage d'agrément. Il reviendra après l'exil. C'est la Belgique qui l'accueillera au moment du coup d'État. Il y restera un peu plus d'1 an. Et puis, il sera obligé parce que Napoléon III, il aura écrit Napoléon les Petits en Belgique et Napoléon III justement ne supporte pas et à un moment donné la Belgique lui dit il sent qu'il doit partir de Belgique, il part pour Jersey et Guernesey. Il reviendra en 1861 pour terminer les Misérables à Waterloo, qui est une scène des Misérables, et puis il reviendra aussi en 1871, après la mort de Charles, il achètera une maison place des Barricades, et c'est dans cette maison qu'il dira « Je veux accueillir les communards ». Hugo n'a pas soutenu la commune, mais il a soutenu les communards, il veut soutenir les communards, et c'est à ce moment-là qu'il y a un certain nombre de personnes en Belgique qui ne supportent pas cela, et qui vont attaquer sa maison. Il va risquer sa vie avec ses petits-enfants Georges et Jeanne, et puis c'est à ce moment-là que le roi Léopold en aura assez de cet hôte un petit peu ennuyant et gênant en tout cas pour la Belgique, et à ce moment-là il ne reviendra plus en Belgique. Il aura sa belle-fille qui sera belge, Alice Lehen, et donc tous les descendants d'Hugo aujourd'hui ont un peu du sang belge. Voilà. Et si tu viens près de la Grand Place, tu verras l'endroit où il a vécu. Exactement, je connais ça. Qu'est-ce que je voulais parler encore sur la Belgique et sur Hugo. Dans Les Misérables, toi qui es un spécialiste d'Hugo, est-ce que Gavroche, il est le fils des Thénardier ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est bien vrai ça. Voilà, exactement. Salut Pierre. Merci, au revoir. Pierre Jouvencel, Victor Hugo. Augenblick.